cet après-midi, j'ai invité, nous avons invité Dr Christophe Deveau, qui est médecin responsable de l'unité de soins palliatifs La Mirandière à Dijon. Et on lui a posé un challenge un peu compliqué, parce que pour un médecin de soins palliatifs, on lui a demandé de venir évoquer l'aide active à mourir et les soins palliatifs. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et je lui souhaite un grand courage pour aborder une question aussi complexe. Alors je ne sais pas s'il me faut du courage, mais oui, sans doute un petit peu. En tout cas, c'est un challenge, ça c'est sûr. En plus, double peine, c'est l'après-repas. C'est pas l'hypoglycémie, c'est l'après-repas. Alors on est un peu assoupi. On a encore la mousse au chocolat au fond de la gorge. Alors, je ne sais pas si ce que je vais essayer d'exprimer, ce sera de la mousse au chocolat, mais si peut-être un petit peu, pour essayer peut-être de mettre un petit peu de souplesse, d'aménagement, au fond, dans cette perspective d'une loi à venir prochaine. Donc, effectivement, sujet un peu paradoxal. Merci de me l'avoir proposé. Je ne sais pas si j'étais le plus à même de le faire, mais pourquoi pas. Je me suis lancé évidemment quand même sur la question, parce que c'est quand même une question auquel on réfléchit, nous, acteurs palliatifs, déjà depuis quelques mois, quand on a commencé à venir un peu à sentir la montée en charge d'une loi à venir. On s'est dit, bon, essayons de penser un peu qu'est-ce que ça pourrait être. Donc on a engagé, en tout cas dans notre équipe, comme beaucoup d'autres, quelques échanges là-dessus. Donc sûrement sujet paradoxal, mais bon, après tout, dans notre discipline, on n'est peut-être pas à un paradoxe près, donc continuons. Et en effet, comme je vous disais, on en a pas mal parlé, fait deux séances de travail dans l'équipe, et puis des débats dans les couloirs un peu quotidiens pratiquement. Et pour avoir entendu au fond, la teneur de débats, non seulement chez nous, mais également à l'extérieur, on a bien senti des remous assez profonds qui se sont déjà fait entendre, même si la loi on ne la connaît pas, effectivement on n'a pas le texte. Mais ça nous a permis de se projeter dans quelque chose à venir. Alors, finalement, moi je vous propose d'essayer de voir, je vais aborder un peu les deux bords, si on peut dire comme ça, mais essayer de voir s'il y a paradoxe, est-ce qu'il y a contradiction, est-ce qu'il y a incompatibilité. Voilà, d'ailleurs c'est un peu ce questionnement-là que je me suis posé pour commencer. Tout ça pour essayer d'y voir peut-être des enjeux un peu moins frontaux, essayer de décoder tout ça. Alors je partirai un peu de ce qu'on connaît, de notre pratique, de notre discipline. Et même si aujourd'hui on sait que l'aide active à mourir, elle est tout proche, en tout cas dans un texte de nous, les questions ne sont pas vraiment anciennes, hein. Il y a déjà eu plusieurs projets de loi dans ce sens. Mais quand même, là il s'agit d'un changement vraiment très important. Je pense qu'Augustin nous le montrera aussi, au niveau d'un texte réglementaire qui s'imposera évidemment à nous, hein. Et derrière ça, cette question de notre société qui veut, comme on dit, encadrer la question de la fin de vie. Et c'est quand même une voie nouvelle qui va effectivement s'ouvrir, celle d'accorder aux citoyens, alors même sous certaines réserves, certaines conditions, le droit à une aide active à mourir, qui va donc l'autoriser à mettre fin à la vie d'un malade par lui-même et avec l'aide des soignants. Donc même si nous sommes assujettis de conditions, de contexte, cette mesure quand même, elle interroge fortement avec à la clé des modifications de nos pratiques à propos desquelles il va falloir qu'on continue à raisonner et à penser un peu ce qu'on fait et ce qu'on dit. Alors tout d'abord un petit focus sur ces soins. Pardonnez-moi cette évidence, j'ai trouvé ce point de départ, que le soin palliatif, c'est d'abord un soin. Et un soin au sens fort, au sens originel peut-être, et je me suis référé pour ça à une définition qui m'a beaucoup plu quand je l'ai lue il y a quelques années, citée par Alain de Broca, un neuropédiatre de la région d'Amiens, qui nous écrit « Le soin représente une action qui associe un geste, un langage et une rencontre. » Et j'ai trouvé que ce trio
permettait de bien circonscrire, au fond, ce dont on parle. Le soin palliatif, pour moi, c'est un soin qui s'inscrit d'abord dans la durée. C'est pas, je trouve, un soin qui est dans l'exécution de soins. C'est pas dans quelque chose d'abord de pratique. Hein, ça fait écho peut-être à des choses qu'on entend dans les écoles ou dans nos formations. C'est un soin qui se mesure, je dirais, dans l'épaisseur et la richesse de ce qu'est l'humain, et qui, je vais emprunter un peu du côté des philosophes quelques-uns des passages que j'ai cités, un soin qui oblige le soignant, dans le sens qu'il est une forme essentielle de responsabilité vis-à-vis du malade. Et c'est le philosophe Paul Ricoeur qui nous dit qu'il y a chez les malades une double composante, celle qui est liée à ses propres compétences, et puis celle qui est aussi liée à sa vulnérabilité. On en a un petit peu entendu parler ce matin. Le soin palliatif, c'est un soin qui tente de rejoindre le malade, non seulement précisément dans ce qui est défaillant, de ses compétences défaillantes, mais aussi dans ce que Ricoeur nomme ses capacités. Ces capacités fussent-elles minimes. Pas seulement donc, l'objectif des soins palliatifs, pas seulement réparer ou corriger ce qui ne va plus, mais assurer précisément par le langage et l'attention portée à soutenir ce qui est, coûte que coûte. Et ces objectifs s'intègrent aussi, on le sait bien, dans une temporalité du malade, qui s'inscrit donc dans la durée, là où il en est, à son rythme, dans cette relation qui prend précisément la forme d'une rencontre. La culture palliative a connu un essor indéniable, on sait bien, depuis une bonne trentaine d'années. Depuis la circulaire fondatrice de 1986, l'histoire des soins palliatifs a façonné tous nos fondements qu'on a encore aujourd'hui, nos racines. Elle a forgé des convictions aussi, elle a forgé aussi des questions. Et dans la pratique, nos connaissances aussi sur le champ palliatif se sont spécifiées, enrichies, étendues à bien d'autres champs de la santé. On a évoqué ce matin les questions du handicap, de la psychiatrie, qui n'étaient pas les disciplines initialement investies par l'approche palliative. Et puis enfin, les attentes à l'égard des soins palliatifs se sont aussi beaucoup développées. Donc je dirais qu'en presque 40 ans, il y a une évolution indéniable des soins palliatifs plutôt vive, je trouvais. Alors elle a été émaillée, on le sait bien, de plans nationaux, de circulaires, d'instructions et des lois. Mais surtout, cette culture palliative s'est développée dans des institutions et aussi en dehors. Et je trouve, moi, surtout un certain rythme. Le rythme qui a reposé sur nos dynamismes à nous, de beaucoup d'acteurs, soignants, non soignants. Mais je crois que nous, soignants, avons une place particulière dans ce développement. Alors je crois qu'il faut qu'on continue cette évolution en cours, hein, avec certainement une histoire à écrire aujourd'hui, qui est peut-être pas encore trop connue, surtout en regard d'un texte qui peut bouleverser nos pratiques. Alors pourtant cette culture palliative, on le sait, elle peine encore un peu à se développer. Je fais un tout petit aparté sur les freins ou ce qui va un petit peu aujourd'hui limiter ici ou là ce développement. Alors d'abord, c'est donc, je vous l'ai dit, un développement qui s'est infusé dans un processus évolutif. Hein. Ce n'est pas une donnée une fois pour toutes. Les soins palliatifs sont de plus en plus concernés par la question des limites. Une limite d'une médecine très technique. Les pratiques d'obstination déraisonnable persistent. Le questionnement, on l'a évoqué aussi un petit peu ce matin, le questionnement sur le sens des soins, il se fait parfois un peu rare, voire absent. Il devient dilué dans des choses qu'il faut exécuter. Les demandes de sédation profonde, elles sont parfois un peu complexes à analyser. Elles continuent parfois à interroger les soignants. Et puis, il ne faut pas méconnaître non plus l'accroissement d'une forte précarité aussi des personnes malades avec lesquelles nous travaillons. Il y a d'autres freins aussi au développement de la démarche palliative qui sont liés à nos missions aussi. Les principes du soin palliatif se heurtent au rythme imposé dans les services dits aigus. Je vous ai évoqué la prise en charge dans la durée. Dans beaucoup de services, malheureusement encore, entre gestion des filières de soins et priorité qualitative du soin, pas toujours si simple.
Et nombre de ces situations rencontrées nécessitent au contraire des temps d'appropriation et de maturation longues, tant pour les malades que pour les équipes soignantes et médicales. Et ce temps qui n'est pas toujours compatible avec, vous l'avez compris, une temporalité courte propre aux hospitalisations. Enfin, mais ça c'est un petit peu évident, les freins ils sont aussi du côté des démographies médicales et soignantes, en grande difficulté. Donc les ressources soignantes sont en défection autant dans les services hospitaliers qu'en EHPAD, qu'en secteur libéral. Alors maintenant, à partir de ces données, regardons si l'aide active à mourir, c'est la question de l'après-midi, peut-elle s'intégrer à la démarche palliative? Pourquoi elles seraient peut-être compatibles? En quoi elles peuvent converger? Alors, premier motif qu'on peut avancer. Les acteurs de soins palliatifs, et ceux favorables à une loi dépénalisant l'aide active à mourir, ou la légalisant, auraient en commun la lutte contre les souffrances rebelles. Les deux démarches tenteraient de trouver une réponse à une énigme ancestrale, celle de la souffrance, soit. C'est l'argument de « on meurt mal en France », que vous avez certainement lu ici ou là. Mais quand même, la question vient aussitôt. Peut-on résoudre la question de la souffrance par une réponse expéditive, par un suicide socialement admis? L'euthanasie ou le suicide assisté serait-il une réponse au sentiment d'abandon des malades, au fossé entre la demande et l'offre des soins palliatifs? Je vous livre un peu toutes ces questions. Après, peut-être dans les échanges, on pourra un petit peu affiner. Deuxième motif fréquemment entendu, c'est évidemment, et on l'a également entendu ce matin, la liberté revendiquée pour demander, pour déposer auprès du monde soignant une aide active à mourir. Cette liberté serait finalement la valeur la plus haute dans la hiérarchie des valeurs portées par nos citoyens, par nos concitoyens. Mais là aussi, on peut réfuter que le choix de supprimer une vie devenue insupportable n'est quand même sans doute pas l'expression d'une liberté. Je ne pense pas qu'on soit libre quand on souffre. Et le premier des besoins, au contraire, nous le savons quotidiennement, c'est précisément d'abord d'être soutenu et soulagé dans cette relation de soins non seulement duel, mais qui intègre aussi l'entourage du malade, dont on ne pourrait effacer d'un trait les liens affectifs qui s'y jouent, fussent-ils en souffrance. Et puis redire encore ici que cette liberté ne se résume vraiment décidément pas à un processus d'autodétermination. Une petite gorgée d'eau. Un autre motif encore pour tenter de rapprocher aide active à mourir et soins palliatifs. Il nous faudrait admettre que les soins palliatifs n'ont pas réponse à tout et qu'ils ne sont pas précisément la solution à la souffrance. En effet, au travers de ce que vivent nos patients, dans des histoires vécues toujours singulières, il nous faut vraiment entendre l'expression de certaines souffrances tellement vives qu'il nous faut d'abord les décoder. Non seulement les entendre, mais les écouter, vraiment. Et puis, moi je trouve qu'il n'a jamais été dit que les soins palliatifs étaient la solution au problème de la souffrance et de la mort. Alors pourquoi une telle revendication de notre société tente de déposer à des professionnels soignants cette responsabilité de mettre en œuvre un tel geste? Si la question est celle d'une société, sa réponse, s'il y en a une, ne doit pas être celle des soignants. Et notre démarche, elle s'inscrit en effet dans un accompagnement et une solidarité collective qui endosse ces problèmes avec, pour le patient, et lui permet de ne plus être seul le plus possible. Enfin, quatrième motif, grand cadre de motifs, c'est au fond le fait que nous rencontrons quand même des situations de plus en plus, sans doute, complexes, difficiles. Alors que cette complexité, elle a plein de racines, elle a plein de causes, mais on la circonscrit aujourd'hui sous forme de l'intrication de pathologies multiples, de maladies chroniques, des conséquences sur les capacités physiques, psychiques aussi, et toutes sortes de précarités que j'ai évoquées.
Complexité aussi due à des décisions thérapeutiques difficiles, du fait des limites auxquelles sont confrontées notre médecine. Complexité encore du fait des ambivalences face à la proximité de la mort. On en a entendu des beaux exemples ce matin. Cette notion d'ambivalence, je ne sais pas s'il est toujours bien appréhendée. En tout cas, elle est quand même extrêmement fréquente chez les malades, arrivés au terme de leur existence. Le plus souvent, et même très tardivement, nos malades, s'ils demandent à mourir, aspirent aussi à vivre dans un environnement bienveillant, aimant. Les comportements et les expressions de bon nombre d'entre eux nous déroutent, nous interrogent. Et il semble y avoir, dans un premier temps, un trop de décalage entre leurs intentions, leurs aspirations et la liberté, et avec ce que nous pouvons essayer de leur offrir. Et effectivement, il faut le reconnaître aussi un petit peu, nos postures de soignants gagnent encore à être vraiment ajustées aux malades. Que répondre à un malade qui demande à mourir, concrètement? Exécuter sa demande? Ou tenter de l'y rejoindre dans ce qui le pousse à demander à mourir? Est-ce que c'est aussi toujours vrai que le malade est toujours au centre de la prise en charge? Vous voyez cette expression qu'on a lue un peu partout. Nos bonnes intentions de bienfaisance, je vais faire allusion à quelques grands principes comme ça, qu'on aime bien, mais qu'il faut discuter. Nos bonnes intentions de bienfaisance ne comportent-elles pas parfois quelques traits par excès, sinon de maltraitance? Alors là, il est bon de rappeler ici que sur le lieu de cette vulnérabilité dont j'ai parlé, à la suite du philosophe Paul Ricoeur, dans laquelle sont beaucoup de nos patients, malgré tous nos bons soins, on s'aperçoit qu'on ne peut pas toujours bien les y rejoindre complètement. Il y a comme une part irréductible dans l'espace entre le malade et le soignant. Mais sur toutes ces questions-là, ma conviction, si j'en ai une, merci, c'est que précisément c'est par le travail engagé, continu, persévérant, des équipes de soins palliatifs et de beaucoup de soignants qui ont à cœur de réaliser ces soins. C'est par ce travail engagé et persévérant que les situations difficiles peuvent vraiment être traversées, autant par les soignants que par les familles et leurs malades. Je dois vous faire un petit aveu ici, c'est qu'après d'assez longues années de pratique en soins palliatifs, presque aussi longues que celles de mes aînés, ici présents, je me sens de moins en moins, c'est bizarre de dire ça, mais je me sens moins en posture de savoir, au sens d'une maîtrise de mon exercice. J'ai appris évidemment des choses, j'ai une expérience, mais le savoir et la maîtrise, c'est encore sur un autre plan. Et à la suite un peu de toutes ces situations rencontrées, compliquées, lourdes, pesantes parfois, cet engagement continu, il s'appuie sur un autre aspect, au fond, qu'on peut essayer de repérer en soi, qui est celle qui tend à continuer à apprendre de l'autre. Vous voyez, moins dans le savoir et dans « je sais, je suis palliatologue averti, et je sais faire par rapport à la mort ». Ça, mon constat, c'est vraiment pas celui-là du tout. En revanche, la nécessité absolue de continuer à nous questionner et à continuer à apprendre de l'autre. Qu'est-ce que me dit le malade? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et il s'agit bien ici de laisser toujours ouvert en moi quelque chose sur un lieu de tension. C'est une tension qui n'est pas enfermante, c'est une tension plutôt ouverte, plutôt du registre de la vigilance et de l'attention, pour le coup, à ce que vit l'autre et qui, je crois, n'a jamais fini de dire vraiment ce dont il a besoin. Donc à présent, on peut regarder le deuxième pan de ces extrêmes. Regardons aussi pourquoi les soins palliatifs et l'aide active à mourir ne seraient en effet pas bien compatibles. En quoi n'y aurait-il pas de convergence possible? Là, les motifs sont nombreux. Je vais en retenir que quelques-uns qui m'ont paru plus significatifs, ou en tout cas qui me parlent davantage depuis ces quelques années de pratique. Tout d'abord, je ne suis pas légiste, je laisserai Augustin me corriger si je dis des erreurs, mais quand même, il me semble qu'une loi ne pourra être que générale.
Cette loi, elle va nous offrir un cadre qui va peut-être nommer des devoirs, des obligations, mais même avec une clause de conscience, ne permettra, à mon avis, jamais vraiment de garantir à tous les patients les mêmes conditions de prise en charge. Les histoires vécues avec nos patients, toujours si singulières, ne pourront jamais être toutes contenues dans la loi. Par ailleurs, comme déjà dans d'autres pays, les conditions de restriction à telle ou telle situation, on évoquait la loi canadienne, inscrites dans la loi, agissent comme des verrous, initialement, quand la loi sort, qui, en tout cas dans l'expérience canadienne, ces verrous sautent les uns après les autres au fil de quelques jurisprudences ou évolutions de cette loi qui ne manquera pas de venir. Et puis, je trouve fondamentalement qu'inscrire nos gestes de soins à partir d'une référence réglementaire seule risque clairement de nous éloigner de l'approche éthique dont nous avons beaucoup besoin aujourd'hui et qui, on le sait, ne se superpose pas à la loi. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Un deuxième ordre de motifs se situe plutôt au plan des valeurs qui sont les nôtres, dont nous nous réclamons. Alors je vais pas fouiller plus que ça les grands concepts que nous manipulons, ou avec lesquels plutôt nous sommes là aussi engagés, hein, celui de la dignité, de la fraternité aussi. Je crois que fondamentalement, cette perspective d'une nouvelle loi amène plutôt cette observation qu'on est face, au fond, à deux visions de société qui semblent se faire face. Une première qui est clairement centrée sur une approche très libérale, très individualiste, et dans laquelle les citoyens s'autodéterminent sur à peu près tous les sujets. Le choix de ma vie, de ma mort, de mon sexe, de mon genre, etc. De ce que je dépose auprès de la société qui doit me reconnaître en tant que tel dans mon choix. Ça, c'est cette vision première de la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et la référence à la loi qui cautionne cette autodétermination, elle est donc évidemment prédominante. Et puis l'autre vision, c'en est une autre, qui est plutôt du registre communautaire, relationnel aussi, dans lesquels les individus interagissent les uns avec les autres. Les bien portants sont concernés par la vie de ceux qui ne le sont pas. La souffrance de l'autre, elle n'est pas un objet à éliminer, ou même à résoudre, mais cette souffrance, elle requiert que je m'engage avec l'attention nécessaire, avec la prudence nécessaire, avec la compétence nécessaire, avec la patience nécessaire. Alors ces concepts éthiques, dignité, fraternité, évidemment, on les signe en tant que principe. Mais peut-être que ce sont aussi des concepts à plusieurs sens. S'il reste des principes, des idées, peut-être que tout ne se joue pas à hauteur d'idées. Et c'est, comme on le disait volontiers, au lit du malade que le travail commence vraiment. Et toute valeur se mesure à la façon dont nous soignons nos malades, à la façon dont nous communiquons aussi avec eux, à la façon dont nous les regardons même. Argument suivant, peu de convergence donc entre l'aide active à mourir et les soins palliatifs. Si l'on invoque ici alors un autre principe, peut-être qu'à moi qui m'est cher, celui que j'appellerais le non-abandon. Avec ce rapport, vous allez voir, de comment je porte un peu les valeurs et j'exerce mon travail, mon exercice en relation avec ceux qui m'entourent, le patient, sa famille aussi et tous les autres. Celui du non-abandon. Nos expériences au quotidien nous montrent que jour après jour, c'est exactement par la compétence, la proximité bienveillante, je vous le disais, l'engagement en équipe aussi, qui assure apaisement et soutien nécessaire aux malades. Et puis, redisons-le ici, mais je crois que ce sera l'objet aussi des interventions suivantes, la mort programmée risque quand même fort de nous dispenser de penser, d'accompagner pas à pas le malade, risque aussi de se heurter aux valeurs du soin que nous avons choisies. La mort programmée, parce qu'elle est un acte qui stoppe et clôt le processus d'accompagnement, a quand même toutes les chances de limiter le développement des soins palliatifs qui s'inscrit, je vous l'ai dit, dans la durée.
Et puis j'ai trouvé qu'il était aussi important d'évoquer ici la dimension, évoquée aussi ce matin un petit peu, de cette dimension spirituelle de l'existence. Cette dimension spirituelle, je crois qu'on l'a tous apprise d'abord, expérimentée peut-être un peu dans nos pratiques, apprise quand on se souvient un peu les premiers cours de soins palliatifs, on fait la référence à Cicely Saunders, à la souffrance globale, et puis on met des petits pavés avec les 4 dimensions de la souffrance, et il y avait donc ce petit pavé en bas à droite, je le vois encore, de la dimension spirituelle, un peu dans un truc un peu circonscrit comme ça. Bon. Et cette dimension, je crois qu'elle est évidemment toujours présente, et c'est vraiment pour définir à la suite de nos aînés anglo-saxons, c'est eux qui les ont un peu posés, cette référence à une souffrance, toujours elle, globale. Qu'est-ce qu'est devenu cette dimension aujourd'hui? Est-ce que ce rapport à une transcendance et au sens que peut revêtir ce que vivent nos malades, est-ce que c'est un gros mot? Comment on en parle? Comment on invoque aussi cette dimension aujourd'hui? Et je crois qu'il faut oser la convoquer, cette dimension, puisqu'il s'agit de notre lien, s'il existe, au sacré, d'un rapport à une voix supérieure, j'ai écrit, moi je trouve parfois peut-être plutôt inférieure, selon que cette voie spirituelle nous est peut-être d'abord intime. Et s'y référer à cette dimension spirituelle, c'est choisir l'aspect intangible de ce qui nous précède, une vie que nous ne donnons pas nous-mêmes, et qui retiendra tout geste visant à la transgresser. Vous l'avez compris, accompagner la mort, le moment de la mort ou avant la mort, oui, la provoquer, non. Alors une fois qu'on a posé tous ces motifs à propos de ce qui est possible ou impossible geste d'une aide active à mourir, revenons un petit peu aux soins. Si la force de nos convictions, de notre engagement, de nos motivations aussi sont encore sans faille aujourd'hui, force est de constater les manques encore cruciaux dans la diffusion de nos pratiques. Et je reviens ici sur le fait de la... Pardon. Sur le soin, donc je vous disais, soigner et prendre soin, ce terme y renvoie à plusieurs sens. Je vous en ai donné quelques-uns tout à l'heure. Il y a le soin qu'on donne, il y a le soin qu'on prend, il y a le soin issu des arbres décisionnels. Ici, aujourd'hui, on en a aussi souvent besoin, mais peut-être pour les critiquer ou les analyser. Le soin qui est produit par la déduction scientifique, le soin dicté par l'expérience aussi, le soin qui parfois vise, on le nomme aussi souvent comme ça dans nos pratiques, le contrôle des symptômes, la maîtrise de la douleur. Voilà, on revient un petit peu à ces notions enfermantes peut-être parfois. Et puis il y a le soin qu'on met à prendre soin. Et le soin qui ne se résume pas à l'exécution d'une demande, qui ne se résume pas à réduire le malade à l'objet du soin. Vous l'avez compris, il y a le soin qui cherche à maîtriser, et je trouve que nous sommes aussi, nous, dans nos pratiques, dans des soins qui seraient plutôt du côté de la démaîtrise. Et donc, au motif de lutter contre toute souffrance, de lutter contre quelque chose d'insupportable, faut-il alors en venir à faire taire le malade? Voilà bien la question qui nous engage. Et une loi qui nous autoriserait n'encadrera jamais, on l'a dit, toute la complexité de ce dilemme. Voilà, je trouve, d'où nous venons et là où nous en sommes. Alors maintenant, il me faut essayer de répondre à la question qui m'a été posée et peut-être revenir à ce moment-là à la dimension sociétale que j'ai évoquée. Quel vivre ensemble voulons-nous? Comment voulons-nous vivre dans notre société? Selon le premier modèle, la personne est une entité autonome, aux préférences individuelles. L'homme s'appartient à lui-même. Devant la mort, chacun exerce son libre arbitre. Chacun aménage ses positions dans le sens d'une restriction ou d'extension. Ou bien, selon un deuxième modèle,
la personne remplit un rôle dans une collectivité, dans une communauté à laquelle il appartient. On a entendu l'expérience musulmane ce matin, extrêmement riche. L'homme appartient à cette société, il se soumet à ses lois. Et on peut dire que, alors, il est en dépendance avec ceux avec qui il vit. Dépendance qui n'est pas du tout une soumission, mais qui est plutôt d'une valorisation des rapports humains les uns avec les autres. Et pour tenter de rassembler l'éventail de ce qui est possible, c'est quand même en accédant à nouveau au champ de l'éthique que nous pouvons ici solliciter à nouveau. Alors, ce serait de trop long développement, je vais faire un méga survol, mais entendre par éthique les moments précisément où je ne sais pas quelle est la bonne règle, où aucun principe, aucune morale générale ne s'impose d'évidence pour m'indiquer ce qui est juste de bon à faire pour moi ou pour les proches. Et puis, qui dit éthique, on sait par un savoir un petit peu historique, bien ancien, depuis Aristote et beaucoup d'autres, il y a plusieurs éthiques, il y a plusieurs façons de définir quelles sont ces valeurs auxquelles on peut se réclamer. Je citerai peut-être celui qui nous est un peu le plus proche parmi nos exercices en soins palliatifs, qui est l'éthique dite des devoirs d'Emmanuel Kant, qui dit nous avons des devoirs envers nous-mêmes et envers les autres. Kant nous enseigne que le premier des devoirs, c'est celui de vivre, et que supprimer la vie, c'est toucher au rapport que l'homme entretient avec l'humanité. Et puis il y a un autre philosophe un peu plus proche de nous, Emmanuel Lévinas, nous dit lui que l'autre, le malade, eh bien, il nous sollicite, il nous requiert. La fragilité du malade fait écho à la mienne. Le soin ici qui est requis, il est dans toutes ses dimensions, celle du cure, du care et bien d'autres éthiques. Mais il cherche surtout, avant tout, à ne pas réduire le patient à sa souffrance ou sa fragilité. Cette approche philosophique, elle m'a beaucoup enrichi, moi, au cours de ma formation, et je crois qu'elle nous parle aussi beaucoup aujourd'hui à l'approche de cette loi. En effet, des malades demandent à mourir, ils souffrent trop, ils attendent qu'on les délivre de ces souffrances. Que faire de ces intentions exprimées? Alors, les directives anticipées, ok, on pourra en dire beaucoup. Mais plus encore, il s'agit bien de recueillir tout au long de la prise en soin de nos malades leurs besoins, leurs attentes, leurs besoins. J'évoquais ce matin dans ma remarque l'ouvrage de ce gériatre Michel Billet qui m'a aussi bien éclairé à un moment où je m'interrogeais beaucoup sur toutes ces questions. Michel Billet nous a dit, mais voilà, c'est notre culture qui nous dit qu'il faut évaluer les besoins du malade. Voilà, on se centre sur eux, avec tous les excès que ça peut comporter. Mais, nous dit-il, est-ce qu'on leur demande à nos malades que nous avons besoin d'eux? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de basculer un peu la question? Et si le temps de la fin de vie appartient bien à nos malades, nous sommes nous aussi non seulement concernés, mais engagés avec eux. Nous nous réclamons ainsi de grandes valeurs telles que la bienfaisance, et il me semble intéressant de pouvoir essayer de définir ce que c'est que cette bienfaisance par son contraire. Alors là aussi, peut-être que vous diriez volontiers que ce qui s'oppose à la bienfaisance, c'est peut-être précisément d'évidence la maltraitance, les actions mauvaises, ou pas tout à fait exactement la non-malfaisance, si on se réfère au principe de Beauchamp, Childress, les auteurs américains qui ont essayé de définir quelques grands cadres éthiques. Et je vais citer ici un ami, le philosophe Jean-Philippe Pierron, qui suggère que ce qui s'oppose à la bienfaisance, c'est ni maltraitance, ni non-malfaisance. Il dit qu'il faut plutôt aller la chercher du côté de la négligence. Ça m'a fait un peu réfléchir, et il a cité ce que, étymologiquement, ce que recouvre la négligence, c'est ne pas lier. Ne pas lier.
Ce qui revient à dire que bien soigner aujourd'hui revient effectivement à nous lier, ou nous relier les uns avec les autres, à nous sentir concernés toujours, à avoir du souci pour autrui, à soigner avec sollicitude. Donc ça va être mon petit mot de conclusion. Est-ce qu'il faut une loi pour ça? Eh bien, j'ai essayé de vous le signifier. La ligne rouge se situerait vraiment du côté où notre société, elle considère la souffrance d'autrui. Le malade peut-il ou doit-il être le seul à apprécier subjectivement son niveau de souffrance? Peut-il, doit-il être le seul qui exige d'une société de l'y soustraire? Voilà bien des questions un peu centrales. Ne faudrait-il pas plutôt se doter d'outils, de ressources, de temps, de formation pour explorer situation par situation toute la singularité, la complexité aussi? Et puis, on l'évoquait à bâton rompu tout à l'heure, hein, nous interroger aussi sur les conséquences d'une loi dont on n'a pas encore le texte, mais à quelle pathologie va-t-elle s'adresser? Jusqu'à quelle détresse? Quel niveau de souffrance? Et pour tous les autres malades qui ne rentreront pas dans les cases initiales, les malades psychiques, les personnes atteintes de handicap, tous les autres, oui, tous ceux qui n'auront pas encore droit à une aide active à mourir et qui ne manqueront pas de la réclamer. Face à une loi future qui va bousculer considérablement notre cadre, non seulement de soignants, mais aussi de la vie en société, eh bien, ne nous arrêtons pas en chemin face à une dynamique de protocolisation des soins. Et je crois que la seule marge possible pour cela, c'est celle, vous l'avez peut-être compris, du collectif, du collégial, du travail en équipe, envers et contre tout et toujours. Et nous sommes invités clairement à regarder du côté des valeurs de soins que nous portons, de notre éthique engagée dans l'accompagnement, avec cet engagement indéfectible, toujours, auprès de nos malades, pour nous et en équipe ensemble. Continuons de penser, d'échanger, pour trouver vraiment ce qui fait sens pour nous et avec nos malades. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Christophe. Voilà, le stress est passé. Oui, c'est bon. C'est une grande qualité. Alors, je trouve qu'il y a des messages très importants. Les soins palliatifs s'appuient sur un souci de l'autre. Voilà. J'ai retenu cette phrase. L'aider à exister demande humilité sur nos savoirs en restant vigilant sur ce que m'apprend l'autre. Et puis l'approche éthique pour nous aider à maintenir un engagement professionnel, oui, mais dans une clinique qui s'appuie sur un devoir de non-abandon en équipe et pas seul. La souffrance, elle est bien trop complexe et singulière pour se résoudre dans une loi qui ne peut être que générale.